Yorana et bienvenue dans votre émission Guide Reporter. Saviez-vous que près de la moitié de la population mondiale habite à moins de 50 km de la mer? Mais connaissons-nous vraiment la mer? De quoi est-elle composée? Pourquoi est-elle en danger et comment la protéger? Nos guides reporters en classe de CM2 à l'école de la mission à Papeete nous emmènent à l'Ifremer, un institut de recherche entièrement dédié à l'océan. Ting! Yorana, nous sommes les guides reporters! Nous connaissons bien l'océan, puisque nous habitons à Tahiti, une île de la Polynésie française située au milieu de l'océan Pacifique. Et pourtant, nous nous posons encore beaucoup de questions sur la mer. De quoi est-elle composée? Pourquoi est-elle en danger? Comment la protéger? Pour répondre à toutes les questions, rendons-nous à l'Ifremer, un institut de recherche entièrement dédié à la mer. Situé au sud de l'île, à Bairao, le centre Ifremer du Pacifique fait partie d'un réseau de 26 sites en métropole et en outre-mer. Bonjour, merci de nous accueillir à l'Ifremer. Nous sommes les guides reporters de l'école de la mission. Nous voulons en savoir plus sur vos métiers. Bonjour les enfants, bienvenue à l'Ifremer et on va commencer par la salle de séminaire où je crois que vous avez quelques questions à nous poser. Pour la première question, pourquoi la mer est-elle bleu foncé et bleu clair? Alors, pour comprendre pourquoi la mer est bleue et pourquoi elle a différentes couleurs, on va expliquer un petit peu d'abord ce qu'est la lumière blanche, la lumière du soleil. Lorsqu'on utilise un prisme optique, cette lumière, on peut la décomposer dans les différentes couleurs qu'elle contient. Et tu vois, dans toutes ces couleurs, on a du rouge, du bleu, du vert, du jaune. Ces couleurs qu'on voit dans l'arc-en-ciel. Pourquoi l'œil va percevoir seulement du bleu quand il voit la mer? Parce que cette mer, elle absorbe toutes les autres couleurs. Elle absorbe toutes les couleurs de la lumière sauf le bleu. Donc plus l'eau sera profonde, plus il y aura de molécules d'eau qui renvoient la couleur bleue. Et donc plus le bleu sera foncé. La couleur varie aussi en fonction des minéraux et des organismes qu'elle contient. Si l'eau est chargée en terre, elle sera plus marron. Comment la mer est-elle apparue sur Terre? Alors, il y a deux théories pour expliquer l'apparition d'autant d'eau sur la Terre. La première d'entre elles, c'est au départ, sur la Terre, on avait énormément de volcans. De ces volcans sortaient des gaz volcaniques qui contenaient beaucoup de vapeur d'eau. Eh bien, ça monte dans le ciel et au fur et à mesure, ça se refroidit, ça fait des nuages et ça fait de la pluie. Donc, à l'origine de la Terre, on imagine qu'on a eu des pluies pendant des millénaires, des très très grandes périodes, et c'est ce qu'on appelle le déluge primitif. Et ce déluge primitif, de toute cette eau qui sortait des gaz volcaniques, a conduit à la création des mers et des océans. La seconde, qui n'est pas exclusive, peut-être que celle-là est arrivée aussi, c'est que des astéroïdes et des comètes, qui étaient très riches en eau, sont venus percuter la Terre. Et toute cette eau couvre 70% de notre planète Terre. On en a exploré combien de pourcentage? Alors en fait, on n'a pas exploré grand-chose. Seulement 20% des profondeurs sont explorées, 80% restent à explorer. À bord de sous-marins très très solides pour résister à la pression de 1000 bars, l'homme est déjà descendu dans l'endroit le plus profond du monde, la fosse des Mariannes, moins 11 000 mètres dans l'océan Pacifique. Au fond des océans, souvent à la jonction de plaques tectoniques, on peut observer des volcans sous-marins, certains encore actifs. En Polynésie, on a le Tahitia, on a le Roka et on a le Moa-Piha'a. Un peu plus au sud, aux Australes, le volcan McDonald, à moins 27 mètres de la surface. Peut-être un jour naîtra une nouvelle île. Pourquoi on ne peut pas marcher sur l'eau alors qu'un bateau flotte? Alors tout ça, c'est dû à ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. Tout va dépendre de la surface qui est en contact avec l'eau et du poids de l'objet qui est en contact avec l'eau. En effet, la poussée d'Archimède est une force qui s'exerce du bas vers le haut et qui varie en fonction de plusieurs facteurs. Le volume du fluide déplacé, la densité du fluide et l'intensité de la gravité. C'est la comparaison entre la poussée d'Archimède qui agit vers le haut et le poids de l'objet qui agit vers le bas, qui détermine si l'objet flotte ou coule.
C'est parce qu'en fait, si tu essaies de te mettre debout sur l'eau, tu peux pas parce qu'il y a que la surface des il y a pieds. que la surface des pieds qui est en contact avec l'eau. Du coup, tu peux pas flotter, il n'y a pas assez de surface et la gravité t'entraîne vers le bas. Exactement, bravo. Après ces notions théoriques, alors rencontrer à leur labo les différents techniciens et chercheurs de l'Ifremer. On commence avec Thomas, le premier atelier. On va voir ce qu'il y a dans la mer et ce qu'on ne voit pas avec nos yeux. Donc on vous a préparé ça hier, on vous a ramassé un petit peu de plancton ici même. Donc tout ce qu'on va regarder là maintenant sous le microscope, tout ce que vous allez voir, ça vient vraiment de juste ici, là, de 10 mètres de là où on va aller. À l'œil nu, l'eau nous paraît quasi transparente. On distingue des petits trucs dedans, on voit même que ça bouge, mais on n'arrive pas vraiment à voir ce que c'est, quoi. Mais quand on glisse le verre sous la loupe binoculaire... Est-ce que vous voyez là des choses qui bougent un peu là? Oui, beaucoup de choses. On voit beaucoup de choses qui bougent, il y a des choses qui sont grosses, il y a des choses qui sont petites, il y a un petit peu de tout. Toutes ces petites choses, c'est du plancton. Plancton signifie en grec errer. C'est tout ce qui dérive au gré des courants. Et l'on distingue deux types de plancton. Zoo, vous connaissez les zoos? Allez au zoo pour voir les animaux. Donc zooplancton, ça veut dire du plancton animal. Et phytoplancton, phyto vous connaissez aussi? Voilà, donc phytoplancton, ça veut dire tout le plancton qui est une plante, qui n'est pas un animal, c'est du phytoplancton. Et tout le plancton qui n'est pas une plante, c'est du zooplancton, exactement. Qu'est-ce que c'est de ça? Ça, c'est un bébé oursin, ça, c'est un bébé crevette, ça, c'est un bébé méduse. Ah bon? Ça, c'est du krill, hein? Vous connaissez le krill? C'est les baleines. Voilà, ce que mangent les baleines. Ça, c'est un bébé crabe. Et ainsi de suite. Il y a beaucoup de plancton différents. Quant au phytoplancton, les microalgues, c'est plus petit. Donc là, en fait, ça serait un membre du zooplancton sur lequel on a zoomé. Et ça, c'est à la même échelle des graines de phytoplancton qu'il va aller manger. Et le phytoplancton est à la base de toute la chaîne alimentaire. Il nourrit le zooplancton, qui lui-même nourrit les petits poissons et crustacés, qui eux-mêmes nourrissent des poissons de plus en plus gros, jusqu'à l'orque, tout en haut de la chaîne alimentaire. Le phytoplancton et toutes les plantes de la mer ont aussi un autre rôle, essentiel à notre vie sur Terre. J'ai bien compris, une partie de l'air qu'on respire vient des plantes de la mer et l'autre partie vient des plantes de la terre. En effet, grâce à la photosynthèse, les plantes aquatiques absorbent du dioxyde de carbone et produisent plus de 50% de l'oxygène de l'air que nous respirons. Et avez-vous déjà vu à quoi ressemble un œuf de poisson? Ça fait même pas 1 mm. Vous vous rendez compte que c'est petit, 1 mm quand même? Et ben, un œuf de dans poisson, l'œil du ça fait microscope. même pas 1 mm. Donc, est-ce que vous reconnaissez un peu les balles Pokémon? Ouais. Donc c'est vraiment, il s'est inspiré des œufs de poisson pour faire les balles Pokémon. Et quand ces poissons, ils éclosent, ils ont une toute petite bouche. Ça, c'est une larve de murène. Elles ont des bouches un peu plus grosses. Et ça, c'est une larve, par exemple, de perroquet, de poisson perroquet. Ils ont une toute petite bouche. À l'Ifremer, on utilise des microscopes, mais aussi des installations conçues spécialement pour certaines expériences. On est où? Peux-tu nous dire où on est où? Alors, ici, on est dans une salle spéciale qu'on appelle la salle aqualogique, peu importe. Elle nous permet, en fait, cette salle, de pouvoir faire des expérimentations très précises où on peut mettre nos animaux dans ces bacs et où on va pouvoir réguler très finement, très minutieusement la température, l'apport en oxygène, l'apport en nourriture, la lumière, comme vous pouvez le voir ici. Donc, par exemple, ici, on est en manip avec des bénitiers. Et cette manip, en fait, consiste à comprendre comment les bénitiers réagissent à de fortes températures. Mais les résultats sont comme vous le pensez ou autres? Mais c'est justement pour ça qu'on fait ces expériences, parce qu'on ne sait pas à l'avance le résultat. On a des pistes, on a de l'intuition. Mais on a besoin de réaliser ces expériences pour confirmer justement ces intuitions ou peut-être pas justement les confirmer. C'est ça, le métier de chercheur. Comme résultat majeur qu'on a eu jusqu'à présent, on sait par exemple des manips qui ont été faits sur les huîtres perlières et les bénitiers, que par exemple la limite thermique de ces organismes est de à peu près 34-35 degrés. C'est-à-dire que ces animaux, s'ils sont plongés dans une mer à 34-35 degrés pendant 2 semaines, ils vont finir par mourir. Dans la salle d'à côté, les bénitiers sont placés sous une cloche hermétique et étudiés individuellement.
L'eau de chaque cloche est échantillonnée toutes les 3 minutes, ce qui permet de mesurer la qualité d'oxygène de jour comme de nuit. Selon un calendrier précis, les chercheurs modifient certains paramètres puis analysent les résultats. Cette eau vient directement de la mer, comme dans toutes les installations de l'Ifremer. Par exemple, ici, dans la salle d'élevage. Et du coup, vous donnez quoi à manger à vos huîtres? Alors, à nos huîtres, on va donner à manger ce qu'on appelle des micro-algues. Je vais vous emmener à la salle de micro-algues. Et cette salle est connectée avec tous les laboratoires de l'Ifremer. Elle fonctionne 24 heures sur 24, tous les jours de l'année. C'est ici que vous élevez les micro-algues? Oui, c'est ici qu'on élève les micro-algues qui vont servir à nourrir les animaux qu'on a dans les closeries. Et pourquoi il y a différentes couleurs? Parce que là, on dirait que c'est un peu orange et là jaune. Et c'est plus clair. Alors, plus c'est clair, moins il y a de micro-algues et plus c'est foncé, donc plus il y a de micro-algues. Par exemple, ici, tu vas avoir 1 à 2 millions de cellules par millilitre. Et là, tu vas avoir 15 millions de cellules par millilitre. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, oui. Ça fait beaucoup de micro-algues. Parce qu'une cellule, c'est une micro-algue. Et comment vous savez qu'il faut donner ce bol à cet animal? Alors, c'est en fonction de la qualité des cellules qu'on va regarder au microscope. Et en fonction aussi du nombre de cellules, on sait que arriver à 15 millions de cellules par millilitre, c'est le moment d'aller le donner aux animaux. On ne pourra pas monter plus haut. Il faut compter 1 semaine pour que le bocal devienne vraiment foncé. Donc, les micro-algues ont besoin d'air, de lumière et de nutriments. Des nutriments et des minéraux, des vitamines qu'on a préparés avant de mettre les micro-algues dedans. Ces récipients de 10 litres sont remplacés dans la salle juste à côté par des cuves de 300 litres. L'Ifremer a besoin de 900 litres par jour pour nourrir tous ces animaux. À l'Ifremer, on étudie le comportement des animaux marins quand ils vont bien. Mais aussi, on cherche à comprendre et à soigner leurs maladies. Bonjour. Bonjour Nathan. Nous sommes avec Denis qui est chercheur spécialisé dans les maladies. En quoi ça consiste votre travail? Oui, merci Nathan de me poser la question. Donc, ça consiste justement à travailler sur des maladies qui peuvent donc affecter, poser des problèmes, notamment sur une espèce de poisson qui est le platax. Quelles sont les maladies les plus fréquentes? Alors, il y a une maladie qui est extrêmement fréquente chez le platax et sur laquelle on a beaucoup travaillé. Et donc là, on peut voir sur le plateau, c'est des animaux qui sont âgés de 2 mois. Et on peut voir assez facilement sur un des 4 platax qu'il y a la formation de taches sur le flanc des animaux. C'est lié à la présence d'une bactérie qu'on ne voit pas, mais cette bactérie induit des problèmes au niveau tégumentaire, au niveau de la peau du platax. Avec le morceau de coton qui est au bout du bâton, on va frotter le tégument, la peau du poisson. Et en faisant ça, s'il y a des bactéries, on va attraper les bactéries, on va les retrouver sur le coton. Ensuite, si je veux cultiver ces bactéries, je vais avec mon écouvillon sous une hotte de microbiologie. Je vais passer et du coup, je vais donc étaler mon prélèvement sur une boîte de pétri avec le milieu de culture. Je vais donc frotter mon écouvillon, mettre ma boîte à incuber pendant 1 nuit. Et s'il y a des bactéries, le lendemain, elles se seront multipliées et je pourrai les voir. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces bactéries, elles sont certes petites, mais elles ont une capacité de multiplication énorme. Généralement, c'est toutes les heures, elles vont se multiplier d'un facteur 2. La première heure, j'ai 2 bactéries. La deuxième heure, elles vont se multiplier encore en 2. Je vais en avoir 4. Troisième heure, je vais en avoir 8. Je vais attendre 1 nuit en les incubant à 27 degrés pour qu'elles soient à la bonne température. Le lendemain, je vais avoir des milliards de bactéries. Je peux te dire que là, il y a plus de bactéries en 1 nuit que d'habitants sur Terre. J'ai plus de 10 milliards de bactéries sur cette boîte de pétri. Mais comment on fait Denis pour les compter?
Il ne les compte pas une par une. On utilise un scanner bien particulier que nous présente Clara en stage de Master 2 à l'Ifremer. Avec ce genre d'appareil qui vont venir scanner la boîte de pétri comme tu le vois ici. Et ensuite, on peut voir avec les couleurs qu'on voit sur l'écran qu'il y a plusieurs colonies bactériennes qui sont différentes, comme ici une orange, une verte, une rouge, une rose, une jaune. Et du coup, ça va nous permettre également de compter avec le logiciel combien il y a de colonies bactériennes qui se sont développées. Une fois répertoriées, ces bactéries vont nous permettre de produire un vaccin. On peut les cultiver, on va les utiliser, on va les tuer et on va mettre en fait, c'est un vaccin, donc mettre en contact le poisson, le platax, avec ces bactéries que j'ai cultivées mais que j'ai tuées simplement pour le stimuler son système immunitaire. C'est ça le principe d'un vaccin. Un microbe rendu inoffensif ou une partie du microbe est introduite dans notre corps. Il ne nous rend pas malade puisqu'il est inactif, mais notre système immunitaire fabrique quand même des anticorps pour le neutraliser ou éliminer le microbe. Et le jour où notre corps rencontre ce corps actif, il a déjà tout pour se défendre. Mais du coup, comment tu fais pour soigner les poissons vu que tu ne peux pas leur faire de piqûres? Oui, c'est vrai, ce serait compliqué de leur faire des piqûres individuellement. Donc, une des façons de faire pour pouvoir vacciner un poisson, c'est simplement de le baigner dans le vaccin. C'est-à-dire qu'on va prendre des poissons, on va mettre dans une épuisette, par exemple, et on va les mettre en contact très très bref, c'est de l'ordre de la minute, avec ces bactéries tuées. Et combien d'études avez-vous besoin pour faire tout ça? Au niveau formation? Oui. Après, ça dépend. Généralement, en fait, tu as 5 ans, tu as ton master. Après le bac, tu fais ce qu'on appelle une thèse. C'est en 3 ans. Et une expérience après la thèse qu'on appelle le post-doctorat. Donc, en règle générale, c'est, on va dire, 10 ans. 10 ans après le bac. Donc, c'est des études très, très longues. Mais c'est pas la seule. Tu peux être technicien en recherche. Il y a beaucoup de possibilités. Mais pour chercheurs, généralement, c'est bac plus 10. Et la recherche est essentielle pour comprendre le milieu dans lequel on vit. On l'étudie pour mieux le protéger. L'un des gros fléaux de notre mer, d'origine complètement humaine, c'est la pollution plastique. Car cette matière met beaucoup de temps à se dégrader. Pour une bouteille en plastique, on estime à 450 ans le temps nécessaire à sa dégradation dans l'eau. Maëva, étudiante-chercheuse, prépare justement une thèse sur la pollution plastique. Et en plus, quand le plastique est suffisamment petit, il peut être mangé par les poissons. Vous avez peut-être vu les tortues qui parfois confondent les sacs en plastique avec les méduses qu'ils mangent habituellement. En plus, si un petit poisson mange du plastique et qu'après nous on mange ce petit poisson, on est au bout de la chaîne alimentaire et ça veut dire qu'on mange aussi du plastique. Qu'est-ce que c'est que le 7e continent ? Alors, contrairement à ce que son nom l'indique, c'est pas une île composée de plastique où tu pourrais marcher dessus à proprement parler, mais c'est une zone que je vais vous montrer à l'endroit, ce sera peut-être mieux. Donc nous sommes ici, donc le Pacifique c'est par là, et dans le nord du Pacifique, il y a une région où il y a de fortes concentrations de plastique. Ceci est dû à l'action des vents et des courants qui vont faire comme un tourbillon et qui vont permettre d'accumuler les déchets plastiques à un endroit. Comme le montre cette petite expérience, nous mélangeons différents types de plastique et... Quand ça s'arrête, ça se rassemble tous. Là, tout est rassemblé au milieu. Enfin, pas tout, mais la plupart, c'est rassemblé au milieu. Une partie des déchets flottent, les autres coulent. Cette zone tellement grande correspond à 3 fois la superficie de la France, ou encore 1600 fois celle de Tahiti. Aujourd'hui, on produit dans le monde 500 millions de tonnes de plastique par an, presque la moitié en emballage. Les 3/4 finissent en déchets. 1/5 seulement est recyclé. Et près de 10 millions de tonnes terminent chaque année dans nos océans. Qu'est-ce que ça fait aux poissons, le plastique ? Viens. C'est quoi le... Car il y a la pollution qu'on voit, mais aussi celle qu'on ne voit pas. Quel est le risque de la pollution plastique sur les poissons ? Alors déjà, il y a 2 choses. Il y a une pollution physique, comme je vous le disais. Un plastique qui va se retrouver dans l'eau, il va se fragmenter en petits morceaux qui vont pouvoir être mangés par les poissons, les tortues. Et il y a un autre type de pollution, donc la pollution chimique. Donc ça, c'est le plastique, une fois qu'il est dans l'eau, c'est un peu comme un sachet de thé. Quand tu le mets dans l'océan,
il y a une partie des composés chimiques qui vont passer directement dans l'océan. Et on s'est aperçu que ce qui était relargué comme ça par les plastiques, il y avait des pesticides, des phtalates, des choses qui pouvaient avoir des conséquences, de mauvaises conséquences sur les organismes. Donc il y a des diminutions de la croissance des animaux, des problèmes pour la reproduction et potentiellement ça va même entraîner jusqu'à la mort de l'animal. Pour inverser la tendance, il faudrait un changement mondial des modes de consommation, être plus soucieux de l'environnement. C'est donc à chacun de nous d'agir en jetant nos déchets dans la bonne poubelle, en utilisant des matériaux naturels ou réutilisables et surtout en limitant le plus possible nos déchets. Merci beaucoup, c'était super. Merci à toi, merci à vous tous. C'était un plaisir que de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et qui sait, dans quelques années, vous allez nous rejoindre pour travailler avec nous, pour protéger la mer. Merci de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, voici la question du jour. Pourquoi la mer est bleue? Parce qu'elle reflète le bleu du ciel? Réponse 1. Ou parce qu'elle absorbe toutes les couleurs de la lumière, sauf le bleu? Réponse 2. Si vous n'avez pas la réponse, revisionnez le reportage en replay sur le site internet de Polynésie la Première et la chaîne YouTube des Kids Reporters. Et continuez de nous suivre, les Kids Reporters, sur YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. À la semaine prochaine!